Donc ce défi de l'équipement, du relèvement du plateau médical, mais aussi de la réforme du système hospitalier doit nous amener, avec un tel personnel qualifié, de tels résultats, à maintenir nos malades chez nous et à les soigner de façon durable. C'est pourquoi je vous invite à œuvrer davantage pour offrir aux Sénégalais des soins de qualité, à travers notamment la promotion de la santé de la mère et de l'enfant, ainsi que la lutte contre les épidémies, les maladies chroniques, les maladies à soins coûteux. Cette cérémonie coïncide avec le centenaire de la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, avec comme parrain feu Dr Félix Houphouët-Boigny. Le président de la République souhaite que l'anniversaire soit une belle opportunité pour réfléchir en profondeur sur le système de santé de notre pays. En marge de cette cérémonie, chez notre reporter Seydina Alioune a recueilli quelques réactions que nous écoutons. C'est une décoration qui quand même a une très grande grandeur du point de vue de notre société, et nous en remercions le président de la République. C'est vrai que ça pourrait être un mérite, mais un mérite que nous partageons avec tous nos collègues. Nous avons compris qu'il faut maintenir haut le flambeau de l'excellence. Le président, par ses gestes, honore non seulement l'enseignement supérieur, mais le système éducatif du Sénégal. C'est un clin d'œil à la jeunesse sénégalaise. Il nous a pris cité comme exemple. Nous devons poursuivre la voie de l'excellence, mais nous devons aussi inspirer les jeunes. C'est donc une grande fierté pour le Sénégal, mais également une reconnaissance qui est toujours appréciée. Et je salue le geste de Monsieur le Président de la République qui a pensé les honorer. Et c'est vrai qu'on a toujours besoin d'être motivés, et je pense qu'ils sortiront de cela avec encore plus d'envie de travailler et de servir leur pays. C'est dans cette compétition que nos professeurs de médecine, nos maîtres de conférences agrégés de médecine ont placé le Sénégal. Et le président de la République, en les décorant, évidemment, encourage toute la communauté universitaire à aller vers l'excellence et par ricochet nos étudiantes et nos étudiants. Le président de la République a reçu ce vendredi plusieurs personnalités. L'économie, le social, la gouvernance ou la corruption ont été entre autres les principaux sujets abordés au cours de cette série d'audiences. Le ministre des Affaires internationales de la Bavière, l'administrateur du PNUD, le procureur du Qatar et des investisseurs saoudiens ont tous manifesté un intérêt pour le Sénégal. Synthèse de cette série d'audiences avec Aboubakri Kane. Beat Merck conduit une délégation de l'État fédéral de la Bavière. La ministre des Affaires européennes et des Relations internationales a salué les bons résultats du Sénégal dans le domaine économique. Nous pensons que nous pouvons jouer un rôle en tant qu'État fédéré de Bavière et apporter justement une contribution à ce bond économique que le Sénégal est en train de faire. Le leadership du Sénégal dans la sous-région a aussi été magnifié au cours de la rencontre. Des discussions qui ont également porté sur les besoins de formation de la jeunesse sénégalaise. Nous pensons qu'enfin ces jeunes qui sont donc sur le marché de l'emploi, s'ils sont bien formés, s'ils ont les appuis nécessaires aussi en matière de développement de technologie pour devenir autonomes et trouver des perspectives réelles d'insertion dans le marché du travail. Le Sénégal est un pays dont on peut dire que c'est un pays fort, un pays qui joue un rôle important dans la sous-région. À chaque fois qu'il y a eu des crises au niveau de la sous-région, le Sénégal a essayé d'apporter une contribution. Et c'est la raison pour laquelle nous aimerions aussi être à côté de ce pays et l'aider à relever les différents défis auxquels il est confronté.
Le président de la République a aussi reçu l'administrateur du programme des Nations Unies pour le développement. Hélène Clark a apprécié la mise en œuvre du PUDC, un programme d'urgence qui va entrer dans sa deuxième phase. Le PUDC est un très important programme. Si on le prend ensemble avec les programmes de protection sociale qui sont en train d'être mis en œuvre ici au Sénégal, il y aura un impact assez positif et très grand sur l'élimination de la pauvreté dans ce pays. Nous sommes très fiers et très contents d'avoir été choisis comme partenaire privilégié du gouvernement dans la mise en œuvre de ce projet. Nous sommes encore plus fiers d'avoir été choisis pour la deuxième phase de ce projet qui va durer, je crois, encore 2 ans. À l'occasion, Hélène Clark a été élevée au rang de commandeur dans l'Ordre national du Lion. Autre audience, celle que le chef de l'État a accordée au prince Fahid bin Mougren bin Abdulaziz Al Saoud. Il conduit une délégation d'investisseurs saoudiens, émiratis et turcs intéressés par la destination Sénégal et qui souhaitent investir dans les infrastructures, notamment le secteur ferroviaire. Je suis ravie d'être là ici avec mon équipe et d'avoir rencontré Monsieur le Président de la République. Nous souhaitons avec mon équipe en fait faire partie du développement du pays, du Sénégal. J'ai partagé avec son Excellence ma vision de développement et nous sommes aujourd'hui réunis tous ici, les Émirats Arabes Unis, la Turquie, pour faire partie du développement du Sénégal que nous apprécions énormément. La bonne gouvernance et la lutte contre la corruption à l'échelle nationale, au cœur de l'audience que le chef de l'État a accordée au procureur du Qatar. Le docteur Ali bin Fetaïs Al-Mari, par ailleurs avocat spécial des Nations Unies contre la corruption, a aussi recueilli les conseils du chef de l'État en reconnaissance de ses efforts dans ce domaine sur le pays africain qui pourrait accueillir la conférence après le Sénégal. On a commencé à discuter avec Monsieur le Président pour la prochaine conférence et il m'a donné des schémas très clairs pour moi pour tout le travail sur la corruption. Et je voudrais bien nous remercier Monsieur le Président Macky Sall pour toutes les facilités qu'il donne pour moi et pour les centres qui travaillent avec les Nations Unies sur l'histoire de la corruption. Et nous sommes tous, c'est quoi les questions de corruption? Si le grand problème maintenant, soit dans l'Afrique, soit dans le monde arabe, c'est la question de la corruption. Si on arrive à travailler ensemble contre la corruption, parce qu'on ne peut pas travailler seul dans ce problème. Une série d'audiences qui participent du renforcement des acquis sur le plan économique et social. Nous restons avec le chef de l'État qui a visité hier jeudi le haras national de Kébémer. L'établissement a pour mission de promouvoir l'élevage des équidés et les activités liées au cheval. Le haras facilite aussi aux éleveurs l'accès à la ressource génétique. L'objectif pour le chef de l'État est de développer des haras sur tout le territoire national. Pour ce faire, le budget sera porté à plus de 400 millions en 2018. Nous voyons tout cela avec Aboubakri Kane. Une visite très attendue par les acteurs de la filière chevaline dans un centre unique en son genre dans la sous-région. Le haras national, c'est 503 hectares dont 22 clôturés. Entre autres objectifs assignés à ce centre, l'amélioration génétique et la promotion de la santé et du bien-être du cheval. Il dispose d'installations et d'équipements modernes. Là, c'est la mangeoire, c'est là où l'on sert la paille d'arachide. Et en bas, nous avons la litière constituée de paille de riz pour offrir au cheval un confort. Nous avons un pourcent arabe. Le pourcent arabe, c'est un cheval qui se caractérise par sa beauté, par son endurance et sa générosité à l'effort. Elle s'appelle Jalila du Blout. Elle est âgée de 12 ans. Très belle jument, ouais. Elle est moins haute par rapport au pourcent anglais et il a un dos assez court comparativement au pourcent anglais qui est beaucoup plus, qui a un corps qu'on appelle longiligne. Les activités du haras, la politique de développement de l'élevage des équidés, les résultats et impacts socio-économiques, autant de sujets abordés au cours de la visite.
Le Hara a un parc équin de 24 chevaux, des pur sang anglais et arabes, des trotteurs français et une race locale améliorée à travers l'insémination artificielle. L'insémination doit se faire dans un cadre très stérile, avec des moyens à usage unique. La semence est déposée directement dans l'utérus. L'huile ne survit que 6 heures de temps, donc il faut gérer tous ces paramètres pour faire coïncider la période de l'ovulation et l'insémination. À la direction de la reproduction, la maréchalerie ou la clinique du Hara, le président Macky Sall a voulu à travers cette visite réitérer tout l'intérêt qu'il porte au secteur de l'élevage en général, en particulier à celui des équidés. Depuis plusieurs générations, nous avons vécu avec cet animal noble qui symbolise non seulement la fidélité, mais aussi qui symbolise la puissance, l'endurance, la noblesse. Avec un effectif équin estimé à plus de 540 000 têtes au Sénégal, l'importance du cheval dans l'agriculture, le transport ou le sport n'est plus à démontrer. Le partenariat naissant entre le Hara national et le FONSIS a aussi été encouragé par le chef de l'État. Le directeur général du FONSIS a bien compris la mission de ce fonds national souverain pour les investissements stratégiques. Améliorer la race par la génétique des chevaux dans notre pays pour les différents usages participe un peu de nos priorités stratégiques. Les ressources du Hara proviennent essentiellement de l'État. 294 millions lui ont été alloués cette année, des moyens que le président Macky Sall entend accroître pour rendre la filière équine plus performante. Une vision qui consiste à renforcer et moderniser les infrastructures et à améliorer la race grâce à la génétique et au croisement. Au chapitre 1.5 de Macky Sall au pouvoir, en regardant dans le rétroviseur, on constate de grandes réalisations dans les volets infrastructures et transports. En 5 ans, le réseau a presque doublé et Dakar Demdik est allé à la conquête des régions. Retour sur quelques réalisations durant ces 5 dernières années dans cet élément signé Oubreï Thiam. Dans les domaines du transport et des infrastructures, le Sénégal a franchi des pas de géant en 5 ans. 259 km ont été réalisés en moyenne par an entre 2012 et 2016, ce qui fait une hausse de 128 km de routes supplémentaires par an. Pour ce qui est des projets, 43 projets d'un coût total de 643 milliards portant sur le revêtement de 1314 km de routes ont été achevés en 5 ans. Des infrastructures de grande envergure comme l'autoroute Diamniadio-AIBD-Sindia, l'échangeur de l'émergence, la section de la VDN et la route des Niayes ont également été livrés. Des projets livrés qui seront suivis par d'autres de même envergure. Mais la date du 14 décembre 2016 aura été un tournant dans l'histoire des infrastructures au Sénégal avec le lancement des travaux du TER, le train express régional. Le TER, c'est 10 000 travailleurs sur site, 15 trains d'une grande capacité, une capacité de 115 000 passagers par jour, ce qui va révolutionner le transport de masse dans notre pays. Mais en attendant, Dakar Demdik étend ses tentacules en région pour le plus grand bonheur des usagers du Sénégal tout entier. Sénégal Demdik voit ainsi le jour. Le parc roulant de Dakar Demdik passe du simple au double en 5 ans. Ces avancées dans le domaine du transport et des infrastructures sont devenues très visibles avec ces chantiers et les engins qui continuent à tourner à plein régime pour renforcer le bilan dans ce secteur. En ce qui concerne le volet hydraulique à présent, 700 milliards de francs CFA ont été investis, des centaines de forages ruraux réalisés. L'hydraulique rurale se porte globalement bien sur l'ensemble du territoire national. Ce sont là entre autres réalisations du chef de l'État dans le cadre de l'accès à l'eau potable dans le monde rural. On fait le point avec Lamine Touré. L'accès à l'eau potable dans le monde rural, c'est là une vision en exécution. Le président de la République, Macky Sall, a inscrit cette ambition dans le cadre d'une justice sociale. 5 ans après son accession au pouvoir, l'hydraulique rurale se porte à merveille avec des réalisations significatives. Ce qui a été réalisé par le chef de l'État depuis le quinquennat
c'est une révolution. C'est plus de 300 forages qui ont été réalisés depuis 2012. Je dis 300 forages. Et je ne compte pas les forages réalisés dans le PUDC, je ne compte pas les forages réalisés dans la troisième phase du PUDC. Mais je pense que je vais parler au-delà de forages. Au-delà de forages, c'est 1 million de Sénégalais qui ont accès à l'eau potable dans le monde rural. Dans cette ambition d'autonomisation du monde rural en eau de qualité, l'État a mis en place l'OFOR, l'Office des forages ruraux, en 2014. Un travail de complémentarité se mène au niveau local. Il a permis à ce jour de franchir la barre des 89% de taux d'accès à ce liquide précieux. Nous sommes passés à un taux d'accès à l'eau de 72% à un taux d'accès de 89% en 2016. C'est un bond significatif, c'est un des taux les plus performants en Afrique. Je ne parle pas d'Afrique noire, mais en Afrique en général. Si le quart de ce qui a été fait sur les 5 ans était fait depuis le Sénégal indépendant, je dis bien le quart, je pense qu'on n'en serait pas là. Nous menons une révolution pour ce qu'on appelle l'équité sociale. L'horizon 2019 semble être au cœur des préoccupations du gouvernement. Il s'agira à l'arrivée de couvrir les besoins des Sénégalais. Pour être au rendez-vous, la coopération internationale a été impliquée dans ce processus. Et ce que nous visons en réalité en 2019, c'est avoir l'accès universel. Nous avons plus de 300 forages qui vont être réalisés par le PUDC. Nous avons 251 forages en plus qui vont être réalisés par la coopération chinoise. Je pense au terme de ces périodes-là, il n'y aura plus de problème d'accès à l'eau dans le monde rural. 2012-2017, l'État du Sénégal a investi dans l'hydraulique rurale pas moins de 700 milliards de francs CFA. L'objectif est de corriger une injustice sociale qui a longtemps frappé ces communautés. Il s'agit de disposer d'une eau potable et de très grande qualité. Dans le secteur de l'hydraulique, toujours, le ministre de tutelle Mansour Faye s'est rendu à Kédougou et à Médina Gounass pour s'inquérir de l'état d'avancement des travaux de construction de forages dans ces différentes localités. Les travaux dans l'ensemble sont satisfaisants. À quelques jours du Dakar de Médina Gounass, la construction d'un nouveau forage sur le site devrait permettre un accès facile à l'eau. Les précisions de Sidina Alunfal. Kédougou, la première étape de la visite du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. La problématique de l'accès à l'eau y était réelle, surtout dans les zones hautes. Mansour Faye n'était pas venu seulement constater, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement est arrivé avec des solutions. Nous avons réalisé 5 forages, dont 3 qui sont fonctionnels. Ces 3-là viennent s'ajouter aux 5 existants. Comme vous le savez aussi, Kédougou est une zone de socle, on appelle zone de socle. Il faut plusieurs ouvrages pour mobiliser un volume d'eau assez important. Et là, présentement, effectivement, la première étape, vous avez vu l'eau jaillir d'un forage qui a été réalisé et qui a un débit de 20 mètres cubes environ. Celui-ci a un débit de 10 mètres cubes. Mais si on fait le cumul, on aura assez de volume pour quand même survenir aux besoins de consommation en termes d'eau de la population de Kédougou. Donc ces travaux-là seront terminés dans un mois tout au plus. Mais présentement, nous avons pris des mesures conservatoires pour permettre aux populations de Kédougou de pouvoir bénéficier de l'eau. Des mesures à court et moyen terme, mais des solutions durables sont envisagées à Kédougou. Parce qu'en perspective, en réalité, on a 2 projets importants, majeurs. Le premier projet, c'est un projet de transfert d'eau à partir de Itato, sur à peu près une quinzaine de kilomètres. Et ce projet va nous permettre de régler cette question-là définitivement. Mais un autre projet majeur, un projet sous-régional, avec la réalisation du barrage de Samangalou, qui verra par exemple la retenue d'eau augmenter le niveau du fleuve et donc le réguler. Cela va permettre une présence d'eau souterraine assez importante qui fera en sorte que les forages pourront fonctionner 12 mois sur 12, 24 heures sur 24, permettant ainsi aux populations de pouvoir disposer de l'eau 24 heures sur 24. Après Kédougou, la délégation du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est rendue à Médina Gounass afin de constater l'état d'avancement des travaux de construction de forages. L'alimentation correcte en eau du Dakar est également une préoccupation. La délégation s'est rendue sur les lieux. Un forage a déjà été construit, un autre est en chantier. Nous comptons essentiellement sur ce forage que vous venez, qui vient d'être implanté hier. Mais vous savez, ici les nappes ne sont pas très profondes. Si on a de la chance, on peut tout faire
en une semaine ou peut-être même moins et mettre l'eau à la disposition des populations. Tambacounda a aussi reçu le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. La délégation a rendu une visite de courtoisie à Cheikh Ahmadou Tidiane, Khalif général de Médina Gounass. Et puis le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural dans les Jignaï, une tournée qui a conduit Dr Papa Abdoulaye Sek Kayar, Bayar, Taïbandiaï et Potou, occasion pour la tutelle de constater une production horticole variée et de qualité qui dépasse même les prévisions du PSE. Les réalisations obtenues grâce à l'appui conséquent du PADEN, le programme d'aménagement et du développement des Niayes. Les précisions de Penabo. L'horticulture va mieux au Sénégal, surtout dans la zone des Niayes. Ici, la production d'oignons et de pommes de terre a largement dépassé les objectifs du PSE. La production commence à gagner. Production aussi qualité. Voyez-vous, monsieur le ministre, nous avons une production de qualité qui peut concurrencer celle venant de l'extérieur. Et votre présence ici nous réconforte. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer qu'on peut alimenter le marché local. Vous avez bien mis en œuvre ici la politique agricole du président Macky Sall, ici dans les Niayes. Vous êtes même allé au-delà des objectifs. Potou marche vers l'émergence. Ici, il y a du tout. On ne peut pas trouver mieux pour que véritablement notre agriculture soit le moteur de notre économie, le moteur de la croissance. Décidément, les Niayes marchent à pas cadencés vers l'émergence. Ces bons comptes ont été obtenus grâce au PADEN, c'est le programme d'aménagement et de développement économique des Niayes. Nous avons senti une belle satisfaction par rapport à ce qu'on a déjà débuté et je pense qu'avec le temps, ça sera élargi et dans toute la commune de Taïbandiaï et environ. Ce rendement, je l'ai obtenu grâce à l'appui du PADEN. C'est pourquoi j'ai aussitôt ajouté un demi-hectare pour davantage améliorer ma production de pommes de terre. Vraiment, avant, on était très fatigués, mais depuis l'avènement du PADEN, tout a changé. Le PADEN a pour objectif de développer les Niayes. Pour y arriver, l'État a mis les gros moyens. La stratégie a été de moderniser l'horticulture à travers un nouveau système d'irrigation, une meilleure formation des acteurs et la mise à disposition de financements conséquents destinés à augmenter les rendements et à avoir de véritables entreprises agricoles. Après l'agriculture, la santé, 16 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe dégagée par la France pour accélérer la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Le projet concerne les régions de Louga, Sédhiou et Kolda. Il comporte un volet équipement et infrastructure et un autre de formation des personnels. L'intérêt de l'Agence française de développement se justifie par des initiatives sénégalaises en faveur de la santé. Omar Diaw nous en dit plus. La France et le Sénégal sont deux partenaires de longue date qui, malgré les vicissitudes de l'histoire, continuent à cheminer ensemble. Le pays de Marianne accorde un intérêt particulier à celui de la Teranga, pas seulement pour des raisons liées à l'histoire. C'est un pays qui offre aujourd'hui une bonne organisation de référence dans le district sanitaire, qui a mis en place un système de gratuité de la césarienne et des soins des enfants de 0 à 5 ans, qui sont là des atouts importants dans cette démarche de protection maternelle et infantile. Il est justement question du projet d'appui à la santé de la mère et de l'enfant, PASM, pour faire face à la mortalité maternelle encore élevée. Au niveau du Sénégal, nous faisons les audits des décès maternels, parce que nous voulons savoir pourquoi les femmes meurent. Il y a encore trop de femmes qui meurent en donnant la vie. Le PASM se subdivise en deux. Le premier concerne la région de Louga pour plus de 9 milliards et le deuxième va intervenir à Kolda et Sédhiou, deux régions un peu à la traîne et que le plénipotentiaire a parcouru. Un besoin considérable, même si beaucoup de chemin a pu être parcouru. 59 motos et 9 voitures, dont 4 à des directions et des services essentiels. En plus de la logistique appréciable, il y a du matériel médico-technique. Un équipement complet de blocs opératoires et de réanimation du nouveau-né pour l'hôpital de Louga. 66 tables chauffantes pour les coins de nouveau-né. 15 Dopplers fœtales, mais nous avons également un matériel pédagogique et un matériel de communication. Ce n'est pas tout car le projet comporte un volet construction et réhabilitation d'infrastructures de santé. En 3D, les maquettes sont magnifiques et suscitent une impatience. Les populations attendent maintenant que les structures soient là. Dans l'attente,
de pouvoir dire voilà notre centre de santé, voilà notre hôpital. Du matériel, des infrastructures, mais aussi la nécessaire formation et la mise à niveau des personnels de différents profils. Matrone, sage-femme, médecin, obstétricien, gynécologue. Cet homme a grandi dans les hôpitaux, il n'a été ni malade ni soignant, c'est son père qui l'est encore, octogénaire. À 80 ans, mon père continue encore d'aller 3 fois par semaine à l'hôpital. Un vécu qui explique en partie la passion de cet ambassadeur pour le mieux-être. C'est la petite histoire qui explique bien des idées généreuses sans lesquelles les nations comme les hommes n'arrivent à rien ensemble. Coopération toujours dans un autre volet, le volet maritime, précisément vers la création d'une académie maritime unique en Afrique au Sénégal. Le partenariat est signé entre la Pologne et le Sénégal. C'est l'une des retombées de la visite officielle du président Macky Sall en Pologne, en visite guidée dans les locaux de cette prestigieuse académie créée en 1920, presque centenaire avec ses 4 facultés et 400 spécialités. Cette institution va aider le Sénégal à mettre en place sa propre académie conforme aux standards internationaux. Envoyés spéciaux à Varsovie, à Pape Sididja et à Biboumbay. Dans les couloirs de l'Académie maritime de Gdénia, un Sénégalais s'y promène en solitaire. Massamba Alwali Ndiaye n'a pas besoin de boussole pour s'orienter. Il sait même où trouver le recteur. Parfois dans une des nombreuses salles de simulation de navigation maritime. Ici, toutes les salles représentent des bateaux où l'étudiant peut avoir le mal de mer, car en immersion dans un grand bleu virtuel. Des écrans qui les plongent dans les océans du monde. C'est le cas de ces étudiants qui naviguent en salle de simulation dans le détroit de Malacca, entre la Malaisie et l'Indonésie. C'est cela qu'on veut faire au Sénégal avec le projet d'académie maritime si cher aux autorités. Une des retombées de la dernière visite officielle du président Macky Sall en Pologne. Le partenariat est scellé depuis 2009. On attendait simplement d'avoir un climat pour pouvoir vraiment nous déployer au Sénégal. Et puis le Sénégal en a besoin, disons-nous la vérité. Comment autant de personnes vivant de la pêche n'ont pas une école de renommée. Et depuis que nous nous sommes installés en 2013 au Sénégal, nous faisons des efforts. Nous avons amené 2 étudiants de la promotion faire 21 jours en Pologne, être formés sur le bateau navire. Le Sénégal a toutes les raisons de croire à la concrétisation de ce projet, car non seulement c'est un pays de pêche, mais il doit être doté de suffisamment d'expertise maritime pour pouvoir gérer ses innombrables ressources en mer, comme le pétrole et le gaz. Et dans cette école, les étudiants sont formés dans des simulateurs de positionnement dynamique pour manipuler les bateaux qui s'occupent de pétrole ou les stabiliser dans des plateformes offshore. Et cette science maritime est sanctionnée par le certificat de la prestigieuse Nautical Institute de Londres. Kilka razy byłem w Senegalu I ja powiedziałem tak, że... Je me suis rendu effectivement à plusieurs reprises au Sénégal. J'ai pu donc visiter les établissements. Je pense qu'en ce qui concerne le collège de la pêche maritime, on pourrait dans un premier temps, c'est ce qui est prévu d'ailleurs, revitaliser cette école. Ce serait peut-être une première étape pour montrer de quoi nous sommes capables. Puis l'académie maritime pourrait être installée ensuite. Donc ce serait un processus qui couvrirait toutes ces étapes-là. Na takim poziomie, jaką właśnie mamy naszą uczelnię w Polsce. Dans cette académie de Gdénia, on y rencontre des étudiants venus d'Algérie. Entre 20 et 35 étudiants du Nigeria y sont formés actuellement. Une autre vague d'une vingtaine de diplômés venus de l'Angola sont retournés au pays pour démarrer la nouvelle académie maritime. L'école polonaise est la 2e au monde avec ses 6000 étudiants derrière la Chine. Kolejne stadia budowy Il s'agit d'un projet effectivement ambitieux. Il s'agit de faire quelque chose d'unique en Afrique. Et actuellement, nous sommes en train de préparer une étude de faisabilité pour voir comment on peut le faire dans les meilleures conditions. Il s'agit effectivement, en se basant sur notre expérience, de mettre en œuvre de solutions conformes aux exigences de l'organisation maritime de Londres pour que le standard mondial au plus haut niveau puisse être implémenté. Była przydatna, musi spełniać standardy światowe. La Pologne et le Sénégal ont déjà paraphé l'accord pour l'académie maritime.
Le groupe polonais Navimor, un des plus grands constructeurs de navires au monde, est pressenti dans le projet du Sénégal. Tous les éléments sont là pour que cela puisse être fait. Nous avons déjà l'expérience de ce qui a été fait en Angola. Et nous avons notre partenaire Navimor avec lequel nous collaborons pour la mise en place de ce type d'académie. Et nous comptons justement le faire au Sénégal, où nous avons également un partenaire local avec lequel nous allons le faire. Donc je pense que tous les éléments sont là pour que nous puissions implémenter cette approche. L'Académie maritime d'Egdegnan existe depuis 1920 et dans ses 4 facultés, les étudiants sont orientés dans 40 spécialités différentes, allant de l'expertise la plus pointue à la plus périlleuse, comme le simulateur de feu et son dispositif d'extinction, et la natation avec la piscine de l'Académie, car travailler en mer, c'est pouvoir nager aussi longtemps qu'on peut sauver sa vie. Habibou Mbaye, envoyé spécial en Pologne. Et puis cette bonne nouvelle, les frais de roaming entre le Sénégal et 4 autres pays de la CEDEAO ont été supprimés. La mesure est entrée en vigueur ce 31 mars 2017. Il est donc possible d'appeler et de recevoir des appels pour les clients en déplacement sans être surfacturés. La cérémonie de lancement du réseau unique ouest-africain a été présidée par le ministre des Postes et des Télécommunications ce jeudi à Dakar. Thierno Diallo. Grâce au projet Free Roaming piloté par l'autorité de régulation des télécommunications et des postes ARTP, les citoyens de la sous-région ouest africaine en déplacement peuvent désormais être appelés au tarif local sans taxe d'itinérance. Un Sénégalais qui sera en déplacement au Mali pourra recevoir ses appels gratuitement s'il n'a pas de crédit. Lorsqu'il est en prépayé, il pourra recevoir l'appel à partir du territoire sénégalais. La mesure effective à partir de ce 31 mars 2017 ne concerne que les clients à court séjour dans les 5 pays concernés. Les clients qui résident ne sont pas concernés. Ceux qui allaient au Mali quand ils sont en roaming, s'ils veulent appeler l'international, ils payaient 1100 francs. Désormais, quand ils veulent appeler l'international, ils vont payer uniquement 300 francs. Cela va permettre de baisser le coût des communications, d'augmenter les volumes, le trafic entre ces différents pays, mais également renforcer la coopération sous-régionale à travers les télécommunications et les TIC. La gratuité ne s'applique non plus à l'Internet. Les tarifs habituels sont de vigueur. Le roaming ne concerne pas l'Internet. Ceux qui sont en roaming, quand ils activent l'itinérance, et qu'ils se connectent sur le réseau Internet de l'opérateur qui les abrite, ils vont payer plein pot. Donc le roaming ne concerne pas pour l'instant la connexion Internet. On est prêt, donc il y a beaucoup de choses à corriger au fur et à mesure. Ce qu'on demande, c'est d'aller juste un petit peu plus loin, et donc sous certaines conditions, donc parce qu'il faut que le business soit profitable bien sûr à nos abonnés, mais que nous ne soyons pas perdants dans l'affaire. Au-delà de la suppression des surtaxes sur les appels entrants et sortants dans la sous-région, le réseau unique ouest-africain va sans doute renforcer les liens de fraternité et de coopération entre les peuples. Pour revenir en détail sur cette mesure, nous recevons Monsieur le directeur général de l'ARTP, Monsieur Abdou Karim Sall. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, monsieur, est-ce qu'il a été facile d'arriver à ces résultats? Vous savez, c'était pas évident dans la mesure où c'est au mois de juillet 2016 que la décision a été prise par les pays membres de Smart Africa, dont le Sénégal, pour mettre en place ce qu'on appelle le One Area Network, c'est-à-dire le réseau unique. À partir du moment où cette décision a été prise par les chefs d'État, le président de la République nous a donné des instructions fermes pour que nous puissions travailler avec nos homologues des pays africains afin de matérialiser cette décision majeure. Donc le 28 novembre 2016, nous avons tenu une réunion des régulateurs au niveau de la Côte d'Ivoire pour jeter les bases d'une discussion qui devait nous permettre de concrétiser ce que je disais tout à l'heure comme une décision majeure.
Donc ce jour-là, le 28 novembre, nous avons signé un protocole d'accord entre 5 pays membres de Smart Africa dans la sous-région. Il s'agit du Mali, de la Guinée, du Burkina Faso et du Sénégal. Donc nous avons, et de la Côte d'Ivoire bien entendu, nous avons signé ce protocole d'accord-là. Finalement, nous avons été rejoints par le Togo et la Sierra Leone. Comme vous le savez, l'honneur a été fait au Sénégal à travers l'autorité de régulation pour coordonner ce projet. Nous sommes arrivés au terme du deadline qu'on s'était donné le 31 mars 2017 pour concrétiser le free roaming. Ce qui s'est passé hier, nous avons coordonné avec les 7 pays signataires du protocole. Nous nous sommes rendus compte que les 5 étaient sur la ligne de départ, étaient prêts pour matérialiser ce free roaming. La Côte d'Ivoire et la Sierra Leone sont en train de faire les derniers réglages pour nous rejoindre, pour rejoindre le peloton des 7 qui étaient initialement sur la ligne de départ. Ce qu'il faut comprendre, quel est l'objectif du free roaming? Vous savez, c'est prolonger ou bien parfaire l'intégration sous-régionale, mais de manière globale l'intégration africaine. Les pays ont pris cette décision pour que ceux qui sont en déplacement puissent être exonérés des taxes qui posaient énormément de problèmes dans le cadre de l'établissement des communications quand ils sont bien entendu en déplacement. Donc ce que nous avons fait, quand vous êtes par exemple en roaming dans un pays, ce qui se passe, celui qui vous appelle, il paye, vous qui êtes appelé, vous payez. La première mesure qui a été prise, ceux qui reçoivent des appels en roaming sont exonérés de taxes. Ils ne payent plus quand ils reçoivent des appels. La deuxième mesure, c'est que ceux qui sont en roaming se verront appliquer les tarifs de l'opérateur qui les abrite. C'est-à-dire, avant l'application de la mesure, quand vous vous déplacez et que vous vous rendez au Mali, c'est juste pour donner un exemple, et que vous établissiez une communication internationale, vous payez 1100 francs. Aujourd'hui, avec la nouvelle mesure, ceux qui partent au Mali ou dans les autres pays, au lieu de payer la surtaxe relative au roaming, il ne paiera que 300 francs. Voilà, très bien, ce qui est ressorti justement dans le reportage de Thierno Diallo. Alors, Monsieur Sall, je rappelle que ce 31 mars, donc le free roaming concerne seulement 5 pays de la CEDEAO. Quand vous espérez l'entrée des autres pays donc de l'espace, et pourquoi pas au-delà de l'espace CEDEAO? Bien sûr, l'objectif c'est de ratisser large, de parfaire le maillage. Nous avons invité hier à la cérémonie de lancement le pays ami et frère de la Gambie, le régulateur gambien était présent. Nous sommes en discussion avec lui pour qu'il vienne rapidement rejoindre le groupe. Mais également, nous allons discuter avec la Mauritanie et les autres pays africains qui vont certainement venir rejoindre le groupe qui est ainsi constitué. Comme vous le savez très bien, depuis 2014, les pays de l'Afrique de l'Est ont démarré le projet avec le Rwanda, le Kenya et le Sud-Soudan, qui ont démarré ce projet dans l'espace appelé le corridor nord. Donc nous, dans l'espace de la CEDEAO, notamment dans l'espace des pays de l'Afrique de l'Ouest, nous avons démarré aujourd'hui et nous comptons étendre ce réseau unique à l'ensemble des pays de la CEDEAO. D'accord, très bien, Monsieur Sall. Après cette première étape, justement, quelles sont les actions que la RTP compte mener pour rendre, rendre effectif l'unicité du réseau ouest africain, faire de cette unicité une réalité? Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour saluer l'implication de l'ensemble des opérateurs qui sont ici chez nous, à l'occurrence la Sonatel, Tigo, Expresso, qui ont travaillé depuis le 28 novembre jusqu'à hier de manière concertée avec nos équipes pour que nous puissions mettre en place les tarifs, pour que nous puissions travailler dans les conditions qui nous permettent aujourd'hui d'arriver à ces résultats-là. L'avantage pour le client, pour en revenir, vous verrez que à partir de maintenant, ceux qui sont
déplacement dans ces pays ne seront plus obligés d'arriver au niveau de ces pays-là d'acheter de nouveaux abonnements. Est-ce que tous les opérateurs sont concernés? Tous les opérateurs sont concernés. Les 3 opérateurs? Tous les opérateurs